L'Europe se disputait récemment à Cambrai et le vol-à-voile est une discipline intéressante car c'est une des très rares disciplines dans laquelle la France détient 2 titres de champion du monde sur 3. Christine Van de Putte et Pierre Brasquias vous en disent davantage. L'altimètre, oui. L'anémomètre, oui. Le variomètre. Alors ça, c'est l'instrument principal des vélivoles parce qu'il va vous donner soit la montée, soit la descente. D'accord. Il n'a pas vraiment la tenue adéquate, mais il en faut plus pour empêcher un ministre de prendre de l'altitude. Michel Delebarre, lui, est allé jusqu'à planer français bien sûr, puisque c'est sur un Marianne, le seul biplace national, que le ministre des Transports a eu droit à son baptême de l'air en vol à voile. Première pour lancer le premier championnat d'Europe junior qui rassemble à Cambrai 47 concurrents. Âgés de 17 à 25 ans, ils viennent de 16 pays, dont 3 non-européens, les États-Unis, le Japon et la Nouvelle-Zélande. En choisissant Cambrai, les organisateurs ont lancé au ciel un véritable défi. La pratique du vol à voile nécessite en effet chaleur, donc soleil, et l'on vole sans aucun doute plus facilement dans le sud. Il s'agissait de promouvoir la région Nord-Pas-de-Calais. Et dans la première quinzaine d'août, les conditions sont souvent très favorables. Le risque donc météo était tout à fait faible. 2500 feet. Et cet après-midi, une nébulosité un peu plus importante en cumulus, 5-6/8e. C'est lors du briefing organisé chaque matin que les concurrents prennent connaissance des prévisions météo du jour établies par des professionnels. Dès 6 heures le matin, ceux-ci sont sur le terrain pour faire des sondages locaux et analyser les images reçues par Météotel. De leurs prévisions dépendra le départ et la longueur de l'épreuve du jour, un circuit imposé de 2 à 500 km. Les concurrents disposent des meilleurs planeurs actuels. Ils sont répartis en 2 classes. Les standards d'abord, d'une envergure de 15 mètres. Ils atteignent les 180 km/h. Les courses, eux, sont plus performants grâce à leur volet de courbure et volent jusqu'à 200 km/h. Leurs circuits sont plus longs que ceux des standards, mais pour tous, la règle de compétition est la même. C'est une course de vitesse. C'est comme une course de vélo. C'est le premier arrivé qui gagne. C'est aussi simple que cela. Il y a des points de contrôle? Les pilotes doivent prendre les photos de zones bien précises. Il y a un point de report qui est dans l'axe de la piste à 4 km pour se réaligner pour le passage d'arrivée. Et ils sont topés ici devant la ligne. Avant chaque départ, les concurrents photographient l'horloge officielle, ce qui permet de vérifier l'exactitude de l'heure affichée par leur appareil photo. Une heure qui s'inscrit sur chacune des prises de vue effectuées au départ et au point de virage. Ouais, c'est bon, il est dessus. Chamouille, c'est correct. Ok. India Tango, ok. Le ballet des remorqueurs peut alors commencer. En quelques minutes, ils emmènent le planeur à 600 mètres, altitude de largage. Voilà la suite. Aussi, on établit des records. La plus longue distance parcourue en ligne droite par un planeur est de 1461 km. Le record de vitesse s'établit à 195 km/h de moyenne sur 100 km, celui d'altitude à 14 938 mètres. Les vitesses de montée peuvent atteindre 5 mètres par seconde, c'est 5 fois plus rapide qu'un ascenseur. Ce qui fait se déplacer un planeur, c'est 2 types d'énergie. L'énergie dynamique qu'on rencontre en montagne, avec la déflexion des particules sur la montagne, et l'énergie thermique en plaine. En fait, c'est la Terre qui est échauffée par le Soleil. Donc cette plaque étant échauffée par le Soleil va dégager de la chaleur, matérialiser une colonne d'air chaud que l'on ne voit pas
mais surtout matérialiser un cumulus qui est l'expression de cette colonne d'air chaud. Le planeur va donc monter sous la base du nuage en utilisant ces particules d'air qui montent, puis ensuite va planer jusqu'à la prochaine ascendance et ainsi de suite tant qu'il y aura des ascendances. Alors quand il y a un ciel tout bleu sans aucun nuage, il y a deux possibilités. Soit on distingue des toutes petites nuées très imperceptibles du sol mais qui peuvent être perceptibles en planeur, et dans ces cas-là on va procéder de la même façon qu'avec les cumulus. Soit il n'y a vraiment aucune matérialisation, et dans ces cas-là ce sera une perpétuelle recherche des zones les plus chaudes au sol, les zones les plus ensoleillées, les champs de colza, les champs jaunes, et en contrepartie on évitera toutes les zones humides, les lacs, les bois, tout ce qui est plutôt froid. Limités pour des raisons de sécurité à la base des nuages, les concurrents peuvent, grâce à une instrumentation très sophistiquée, contrôler à tout moment les paramètres de leur vol, cap, altitude, vitesse notamment. Mais une course réussie, c'est d'abord une bonne préparation de la machine, première étape, le montage du planeur. Deuxième étape, le ballastage. On remplit les ailes du planeur avec de l'eau pour en augmenter les performances. En vol à voile, on parle de finesse. Finesse du planeur, c'est-à-dire, par exemple, le planeur que j'ai là, il fait 41 de finesse. C'est-à-dire que si on monte à une altitude de 1000 mètres, on peut parcourir par temps calme une distance de 41 km. Alors que si on met de l'eau, c'est-à-dire 140 litres au maximum, on augmente la finesse du planeur qui passe à 44-45. C'est-à-dire qu'on parcourt à partir d'une altitude de 1000 mètres, on parcourt 44 ou 45 km en air calme. Toujours à la même vitesse ? Non, encore plus rapidement. Sans ballast, on vole à 110 à l'heure, et avec les ballasts, c'est 130-140. On termine par la finition, c'est-à-dire on va coller des bandes sur les joints des ailes fuselage pour affiner au maximum la machine, et puis on passe un produit qui évite que les moucherons ne viennent se coller sur les bords d'attaque de l'aile. Un planeur qui n'est pas en bon état de propreté avant le départ, il perd quand même, je pense, jusqu'à 10 à 15% en performance. L'heure du prochain départ approche, aux pilotes désormais de jouer. Dans ce type de compétition, il est nécessaire d'avoir une excellente condition physique, des nerfs solides aussi. Les pilotes restent parfois près de 5 heures en l'air, et cela n'a rien d'une balade. Albert, avant de partir, enfin, chaque équipe se réunit pour étudier le circuit du jour. On va commencer par les standards. On va commencer par les standards. Donc Albert, pas de problème de nav, vous avez déjà fait plusieurs fois la route. L'équipe de France est constituée de 6 pilotes, 3 dans chaque classe. Âgés de 19 à 22 ans, ils ont fait leurs preuves dans les compétitions nationales et comme beaucoup de concurrents, se destinent à la carrière de pilote. Après 5 épreuves, le mieux placé est le Lorrain Malik, deuxième en classe course, derrière Reichle, un Allemand, bien sûr, saurait-on tenter de dire. Les Allemands sont de tout temps de très grands vélivoles. Ils ont 4 fois plus de licenciés qu'en France. C'est la principale nation qui construit les planeurs. C'est qu'après la guerre, les Allemands n'avaient pas le droit de pratiquer le vol à moteur. Ils se sont donc lancés dans le vol à voile pour permettre de voler. Et ils ont continué, et maintenant ils ont développé une industrie de planeurs très puissante avec 3 gros constructeurs de planeurs et aussi des équipes sportives très fortes. Et peu favorisés en vol de plaine puisqu'ils viennent surtout du sud, les Français ne sont pas favoris dans ces championnats. D'autant qu'ayant peu volé ensemble, ils n'ont pas l'habitude du vol d'équipe, technique qu'ont utilisé leurs aînés, 2 fois champions du monde. L'intérêt du vol d'équipe, c'est d'abord quand on vole par paire, quand on est 2 pilotes, on est 2 perdus à analyser la situation, donc à voir les petits nuages, à voir des oiseaux, des morceaux de paille qui volent, donc on voit plus de choses quand on est 2. C'est 2 cerveaux qui travaillent, 2 cerveaux qui analysent, qui confrontent leur raisonnement, donc on a moins de chances d'erreur. Et enfin, c'est 2 planeurs qui évoluent l'un par rapport à l'autre, donc un plus grand ratissage de la masse d'air pour avoir des informations sur les ascendances ou descendances de la masse d'air. En fin de championnat, le moins bien placé se met au service du mieux placé quand il y a en particulier du vol tactique à faire, du marquage par rapport aux autres concurrents.
Par radio, les pilotes communiquent entre eux et avec leur entraîneur qui espionne bien sûr les autres concurrents. Mais la radio permet aussi de donner sa position quand, fatigue ou dégradation de la météo, on doit atterrir dans un champ. En vol à voile, cela s'appelle se vacher. Vache 5 ? Ok, je me suis vaché à peu près 40 km de l'aéroport. C'est près de la ville Herbesbourg. Si en montagne, se vacher est parfois périlleux, en plaine, les concurrents en difficulté ont l'embarras du choix quant à leur terrain d'atterrissage, ce qui ne les empêche pas parfois de se rencontrer. J'aurais pu continuer peut-être 10 ou 20 km, mais je me suis dit de me poser ici parce que c'est plus marrant si on est ensemble dans le même champ. Et tout le monde est le bienvenu, même et surtout les curieux. Micro là. Oui. Micro pour la radio. C'est bien. Vous vous sentez comment là-dedans? Impeccable. On est bien allongé. Vous allez reculer encore au classement, non? Pas beaucoup. Je suis avant-dernier. L'Américain qui s'est posé près de moi, il est dernier. Alors, pas de changement, j'espère. Peu de changement en effet, d'autant que ce jour-là, la pluie est tombée au point de virage nommé, c'est une coïncidence, Chamouille. Tous les concurrents se sont vachés et la course de vitesse a donc été transformée en course de distance. À ce petit jeu, le meilleur a été le Polonais Hrubáš, un pilote dont l'appareil, un prototype aux ailes en ellipse, a suscité beaucoup d'intérêt. Les Polonais reviennent et reviennent fort. Ce qui est le plus surprenant pour nous, c'est qu'ils reviennent fort avec une machine qui est inconnue actuellement sur le marché international. Et on regarde de très près cette machine, puisqu'aujourd'hui, il y a un constructeur français qui va prendre contact avec ces Polonais pour analyser cette machine et voir si on peut pas en tirer quelque chose à l'échelon national aussi. Très régulier, Hrubáš finit par prendre la tête des standards devant l'Allemand Ziegler. Son avance est très courte, 20 points seulement sur plus de 5000. La dernière épreuve promet donc d'être très disputée. L'équipe allemande est très forte et le Polonais, lui, vole tout seul. J'ai donc de bonnes chances. 20 points, ça fait à peine 2 minutes. Mais le temps n'est pas facile aujourd'hui. Alors on verra. Pas facile, non, et pour éviter les vachages en série, les organisateurs ont retardé le départ de l'épreuve. En attendant, les pilotes se détendent comme ils peuvent. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... On mettra qu'une classe en l'air, on fait qu'à la classe vers la grenouille. Bah, si tu veux, il y a un trou qui se forme sur la manche, mais j'ai peur quand même que quand ça arrive sur le sol, c'est tellement humide que ça va se recharger, hein. Ça va faire tout le temps ça va faire un peu du yo-yo quoi, entre les étalements et les cumulus quoi. Les 15 mètres à la niche. Les standards, ça reste là. Une décision qui consacre la victoire de l'Allemand Reichle à 300 points devant le Français Malik. Une victoire méritée. Reichle a remporté 4 des 7 épreuves disputées. Il est aussi le recordman de vitesse de ces championnats avec 116 km/h de moyenne sur 400 km. C'est ma plus belle victoire. On a eu un temps vraiment très bon et donc les conditions météo très très bonnes et je pense que lui il devait être plus habitué à voler dans ce type de conditions là parce que bon moi je vole à Sarreguemines et on a des météos qui sont pas très favorables, pas souvent favorables et ici on a vraiment eu un temps exceptionnel et je pense que c'était peut-être un manque d'entraînement pour moi. Standard class is cancelled now. Congratulations. Deuxième course annulée, le championnat est donc aussi terminé pour les standards. Le Polonais gagne devant 2 Allemands. Le premier Français, lui, est 5e. C'est-à-dire qu'on a fait une très grosse erreur à la première épreuve, ce qui nous a fait perdre. On savait que la météo allait se dégrader, et on a quand même tenté le tout pour le tout, partir derrière le paquet, derrière tous les autres planeurs et essayer de les rattraper. Bon, il se trouve que ça n'a pas marché, les conditions se sont dégradées trop rapidement. Et on a perdu 200 points, les 200 points qui nous manquent pour être sur le podium ou au moins être premier.
Les Français auront peut-être leur revanche dans 2 ans. Ce championnat a en effet toutes les chances d'être le premier d'une longue série. À Cambrai, les moins de 25 ans ont prouvé qu'ils étaient à la hauteur. À la hauteur également, le Nord tant décrié. Chaque classe a pu disputer 7 courses, 3 de plus que nécessaire pour l'homologation du championnat. Et au total, plus de 2000 km ont été parcourus par les plus rapides. Le pari est donc largement gagné. Et oui, Christine, vous l'avez dit, le pari est effectivement gagné pour cette discipline.